La question de dire qu'il y a trop de taxes dans le pays, il y a trop de taxes, c'est très grave. Dans des pays où il y a moins d'impôts, vous payez 500 € par personne pour avoir une sécurité sociale. Donc si vous êtes 4, ça fait 2000 balles. Vous mettez 2 jours votre enfant à la crèche et 1700, 1800 balles. Il faut absolument refuser de céder aux injonctions de la droite sur des thématiques. Les économistes hétérodoxes ont des points de vue bien plus solides. C'est pas les points de vue qui ont été appliqués ces dernières années qui nous a mis dans la merde dans laquelle on est aujourd'hui, parce que 2027, ce sera programme contre programme. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour le dernier épisode de l'Instant Porcher de 2025. Toutes les semaines, on entend tout et son contraire sur l'économie et pas que. Alors on est là avec Thomas pour détricoter tout ça. Et depuis plus de 8 ans, le média tient debout, 8 années à défendre une information libre, indépendante, engagée et exigeante dans un paysage audiovisuel français de plus en plus aux mains des milliardaires. Cette année encore, notre seul Père Noël, c'est vous. Alors soutenez le média, le combat continue grâce à vous. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, on fait un récap de cette année 2025, on commence à en avoir l'habitude. Et que nous attend-il pour 2026, année pré-présidentielle? C'est parti. Thomas, chaque année on se fait un petit bilan éco-social de l'année qui vient de s'écouler, donc là de 2025, et on tente de prédire l'année d'après, là 2026, et franchement on s'est rarement trompé, on va pas se mentir. Une année qui a été très mouvementée, une fois de plus un gouvernement plutôt faible, et aux divers premiers ministres. Emmanuel Macron a tout fait pour ne pas mettre à mal sa politique néolibérale. On peut dire qu'il a réussi. Ah oui, très clairement, il a réussi, puisque les élections de 2024, c'était quand même le parti de gauche, le NFP, qui était en tête, et on n'a eu que des premiers ministres de droite, ou issus de la droite, mais de son camp. Et puis, on a parlé pratiquement toute l'année des mêmes débats, c'est-à-dire de la dette, des problèmes de déficit, de budget. Et je ne sais pas si tu te souviens, l'année dernière, beaucoup de gens étaient très inquiets parce qu'on n'avait pas de budget. Ils disaient attention, le FMI va arriver, attention, ça va être très grave, les taux d'intérêt vont s'envoler. Nous, on était plutôt rassurés. On disait que non, c'était pas si grave, la dette, etc. Et là, l'année s'est passée. On n'a pas vraiment eu de budget. Ça a été très instable. Et finalement, il n'y a pas eu de problème. Le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Exactement. La carte vitale a fonctionné, les fonctionnaires ont été payés et on n'a pas eu d'attaque spéculative du marché, le FMI n'est pas venu. Emmanuel Macron, donc on l'a dit, n'avait pas gagné les élections législatives en 2024, il a imposé ses premiers ministres, il a à chaque fois dit « mes premiers ministres feront une politique qui prendront en compte les avis de tout le monde, le programme de la gauche, le programme de l'extrême droite ». Bon, spoiler alert, c'est impossible de faire un programme et qui prend en compte un programme antilibéral et un programme libéral, ça n'existe pas, ça reste en fait à la fin libéral et c'est ce qui est arrivé. Au final, il a imposé, il a imposé le cornu et c'est passé, il n'y a pas eu de censure. Donc des fois, je me dis, il a bien fait en fait de s'imposer parce qu'au final, ça a fonctionné. Oui, mais en fait, c'est un budget. Ça revient presque au même que si on n'avait pas finalement de budget. Je veux dire, là, ce qui va se passer en réalité, c'est que certes, on est sur des budgets de plus en plus austéritaires, il faut le dire quand même, mais en réalité, les vraies décisions seront tranchées en 2027. En fait, là, ça va être l'heure 2026, je pense, ça va être encore plus que 2025, le bilan de la Macronie. Le bilan économique et le bilan politique. Le bilan politique, on le voit sous nos yeux. Le bilan économique... Pas fameux. Pas fameux. Finalement, on espérait, nous, on le disait souvent ici à chaque année, que Macron voulait s'en tirer avec des beaux chiffres et avoir autour de ces chiffres des armées de pauvres, mais il n'aura même pas ça. Qu'est-ce qui va rester de Macron? Pas grand-chose. Alors, il a essayé de reconnaître l'État de la Palestine pour laisser quelque chose dans l'histoire. Là, il essaye d'être contre le Mercosur. Mais qu'est-ce qu'il va laisser économiquement? C'est un désastre. C'est un désastre. Alors, c'est dû à sa politique très clairement, mais pas que. Il y a eu des effets, il y a eu le Covid, il y a eu la crise inflationniste, mais force est de constater que ce qu'il a appliqué n'a pas fonctionné. Donc ça va être le bilan. Et politiquement, la France n'a jamais été aussi divisée. Donc le bilan de la Macronie, il va se faire en 2026 pour préparer 2027. Avant ça, on va rester sur des petits débats de budget qui sont importants, parce qu'il y a des coupes qui sont toujours faits, on l'a dit à plusieurs reprises, mais les vrais changements auront lieu, vont être tranchés à la présidentielle de 2027. Justement, tu parles des chiffres. Sur 2025, on termine 2025 avec un taux d'inflation à 0,9%, un taux de chômage à 7,7%, la croissance à 0,5%. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces chiffres-là? Est-ce que c'est important de s'appuyer sur ce genre de chiffres? Et surtout, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Pas que, en fait, les chiffres de l'inflation. Alors oui, bien sûr, on a une inflation qui a été domptée et on s'en réjouit tous.
mais ça ne veut pas dire qu'on est aussi riche qu'avant la période d'inflation. Oui, il y a une inflation cumulée. Il y a une inflation cumulée qui était à plus de 20% sur l'alimentaire, à plus de 10% de manière générale. Les salaires n'ont pas suivi ou ils ont rattrapé beaucoup plus tardivement. Donc les prix restent toujours assez élevés. Et rappelons-le, nous avons tué quand même cette inflation au prix d'une augmentation des taux qui a pesé sur un certain nombre de secteurs économiques. C'est-à-dire que nous avons collectivement, ce qui a été décidé de faire en Europe, c'est de ralentir l'économie pour tuer l'inflation. Et il y a des secteurs qui ont eu du mal à s'en remettre. La semaine dernière, Brent, ça a été un cas dû à la hausse des taux qui a impacté l'immobilier. Donc il faut faire attention aux chiffres. Et le chômage, oui, il y a un taux de chômage qui est à 7%, ce qui est en dessous de ce qu'il y avait avant, mais vous avez tout autour du chômage avec des temps partiels, avec des gens qui aimeraient travailler plus, mais qui ne le peuvent pas. Donc la catégorie A a diminué, mais les autres catégories ont augmenté. Et ce n'est que le début, parce qu'il y a énormément aujourd'hui d'usines qui risquent de fermer en France, plus que l'année d'avant. Et le bilan d'ici un an sera probablement beaucoup plus grave que le bilan que l'on a aujourd'hui. Oui, rappelons que le taux de chômage il est assez biaisé parce que, tu l'as dit, il y a tout le halo du chômage et une grosse précarisation du monde du travail. Beaucoup de travailleurs indépendants aussi, etc. Et puis, il y a eu beaucoup de radiation. Et ça a vraiment compté dans les chiffres du chômage. Donc, c'est facile d'enlever les gens du chômage et de dire, regardez, il n'y a plus de chomage. Bien sûr. Il y a beaucoup de non-travailleurs contraints. Les réformes sur l'assurance chômage ont servi à ça. Ils ont servi à durcir le statut de chômeur. Donc vous pouvez sortir du statut de chômeur et vous avez un beau chiffre, mais votre situation reste la même, vous n'avez pas d'emploi. Donc ils ont joué très clairement avec ce jeu. Parce qu'il y a deux façons de lutter contre le chômage, on l'a dit. Soit vous relancez l'activité et vous créez de l'activité, et là ça crée des emplois. Soit vous rendez le statut de chômeur plus difficile à avoir et donc vous avez moins de chômeurs, un beau chiffre et vous êtes content. Oui, mais même ça va être compliqué. Ouais. Ce pari-là qu'il a fait va être compliqué d'ici 2027. Et puis c'est comme d'habitude, sur le RSA, on va le couper, comme ça il y aura moins de pauvres. Non, ils seront encore plus pauvres, juste on les verra Exactement. plus. L'arrêt maladie, c'est pareil. On va enlever l'arrêt maladie ou augmenter les jours de carence, comme ça les gens seront moins malades, par magie. Ça, c'est une magie très libérale. Et surtout, nous, pour dépasser ce genre de chiffres un peu fictifs, cette année, on a quand même épluché pas mal d'études, surtout de l'INSEE. Et en 2025, on peut conclure donc des fermetures d'usines, des pauvres qui s'appauvrissent, des riches qui n'ont jamais été aussi riches et qui ne sont jamais enrichis aussi vite. Et la dernière qui vient de tomber, de 2012 à 2016 et de 2020 à 2024, l'écart d'espérance de vie entre les personnes modestes et aisées s'est accru. Comment on a pu en arriver là, en fait? Ça, nous l'avions plus ou moins prévu dans tous les instants porchés que nous avons faits. Et même en 2017, on savait très bien que la politique menée par Emmanuel Macron allait augmenter les inégalités, allait profiter majoritairement aux plus riches. Et c'est ce qui s'est passé. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous avez une partie de la population aujourd'hui qui est énervée, qui n'en peut plus. Et en fait, cette population qui est énervée, qui n'en peut plus, est récupérée, c'est ce que Bernard Tapie appelait la voiture balai, par le Front National, par le RN, par l'extrême droite, qui fait son alliance de plus en plus avec les libéraux. Et donc, l'année prochaine, il faut avoir en tête, même 2027, que là, on va vraiment être camp contre camp. Vraiment, il va y avoir un truc, ça va être programme contre programme. Il ne pourra plus y avoir de programme, de demi-mesure, etc. On les a eus avec Sarkozy, avec Hollande, avec Macron, qui ont fait exactement la même politique en étant toujours de plus en plus libéral. Hollande était plus libéral que Sarkozy sur beaucoup de points, et Macron était plus libéral que Hollande sur beaucoup de points. C'est fini ça. Ce centre, pour moi, est mort. Donc ça va être programme contre programme, avec deux programmes radicalement différents, un programme d'extrême droite et un programme de gauche plus radical. Et ça va être ça. Et il va falloir tenir bon sur le programme de gauche plus radical, avec des choses comme par exemple les services publics, la critique de la mondialisation, l'investissement public, l'État stratège, le développement de toutes les cotisations et de financement de la protection sociale. Tout ça, ça va être des choses qu'il va falloir défendre parce que un certain nombre d'idées, avec cette espèce de mélange entre l'extrême droite et les libéraux, se diffusent dans la société de plus en plus. Et moi, je me rends compte qu'il est plus difficile aujourd'hui de défendre les services publics que ça n'était le cas en 2017, par exemple. Et ça, c'est pas économique, mais c'est bien de le rappeler aussi qu'il va falloir être intransigeant sur l'antiracisme parce que l'extrême droite a
une année encore extrêmement islamophobe, raciste, antisémite, rappelons-le, et xénophobe. Donc il va falloir aussi être intransigeant sur ce genre de questions qui sont vite oubliées. Bien sûr, mais l'extrême droite, avec d'ailleurs une partie de la droite, joue la synergie plein pot sur ces questions-là. Oui, parce que les libéraux ont tellement peur de perdre leurs privilèges qu'ils font des concessions avec le racisme, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Enfin, ils l'ont fait dans l'histoire, mais je veux dire, Macron, au début, c'était pas un antiraciste, mais il sortait pas des sorties racistes tous les 3-4 matins. Et en fait, tellement il a eu peur de perdre le libéralisme parce que les gens commençaient à le critiquer, il a fait, on va faire quelques concessions sur le racisme, comme ça, on va s'allier avec l'extrême droite. Ouais, Macron a déjà vu dans l'histoire. Tu as raison, parce que Macron a fait sa campagne de 2017 sans aborder ces questions-là. C'était libéral, mais la question du racisme, toutes les questions liées aux religions, etc., il ne les a pas abordées de manière stigmatisante pour gagner des voix. Oui, Marine Le Pen l'avait attaqué dans un débat, il avait défendu les femmes il avait parlé des femmes qui portaient le burkini en disant moi, je tomberai pas dans le racisme pour avoir des voix, etc. Exactement. En 2017. Quelques années après, tu as la loi immigration. Exactement. Mais en fait, surtout... les libéraux, comme l'extrême droite, ils savent qu'ils ne peuvent pas changer la vie des Français, ou qu'ils ne veulent pas la changer plutôt. Ils savent qu'ils ne veulent pas la changer. Quand tu ne veux pas la changer, c'est-à-dire que tu ne veux pas dire « je vais t'augmenter le SMIC », parce que il dit qu'il va être le président du pouvoir d'achat, Jordan Bardella, pourquoi il n'augmente pas le SMIC ? Ah non, il ne veut pas augmenter le SMIC. Donc il est comment le président du pouvoir d'achat ? Toujours la même chose, en retirer des cotisations sociales à droite à gauche pour faire plaisir. Ailleurs. Voilà, et pour faire plaisir au patronat, parce que c'est les cotisations patronales qui retirent. Donc grosso modo, ils savent qu'ils ne peuvent pas changer la vie des gens, ils n'ont pas envie de la changer, ils sont dans le système, c'est-à-dire qu'ils veulent poursuivre la privatisation, ils le disent, du service public, la casse du modèle social, la baisse des normes, la déréglementation, ils veulent poursuivre ça. Donc comme la vie des plus pauvres ne veut pas changer, il faut absolument leur trouver un ennemi. Et c'est vrai que l'immigré, c'est parfait. Alors, le chômeur, on l'a déjà fait, mais maintenant, il y a de plus en plus de chômeurs. Les pauvres, on l'a déjà fait, mais oui, la France, une grosse partie s'est appauvrie. Donc, là, on y va plein pot sur la question de l'étranger qui serait le résultat de même les enfants d'immigrés, les petits-enfants d'immigrés. Qui serait le résultat, voilà. Alors maintenant, on va plus loin, on va sur les petits-enfants, qui serait le résultat de tous les maux de la France ces dernières années, comme si la crise de 2008, la crise du Covid, la modération salariale et l'austérité budgétaire étaient dues à l'immigration. Jordan Bardella, qui est aussi un petit enfant d'immigrés, j'aime bien le rappeler. On a parlé en long et en large des projets de loi de finances. Celui de la Sécu a été voté là. Le budget global est encore en débat, mais les budgets, ça paraît barbant quand on en parle. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé cette année, mais ça montre vraiment à quelle sauce les Français vont être mangés en fait pour l'année d'après. Comment tu sens, t'en as un peu parlé, mais comment tu sens 2026 à ce niveau ? Et c'est quoi un peu les défis là qu'on va devoir faire face ? Moi, je trouve qu'effectivement, le budget, tu as raison, on a raison d'en parler, il faut toujours en parler, c'est quelque chose de très chiant, mais c'est parce que c'est chiant, en fait, que les gens s'y intéressent pas et qu'on vous passe des trucs parfois, par exemple des dotations, de baisse de dotations à l'hôpital ou dans l'éducation nationale, ou des restes à charge de médicaments qui vont être plus élevés pour les gens, enfin, ou le gel des pensions de retraite, enfin voilà. C'est toujours dans ce type de débat qu'on arrive à faire passer des idées sans que les gens s'en rendent compte, et après on se dit ah bah mince. Donc c'est important d'en parler, mais les budgets vont être de plus en plus austéritaires, moins que prévu, parce qu'il n'y a pas de majorité, mais ils vont être toujours dans la direction de l'austérité, des économies, c'est-à-dire ça devrait augmenter de temps, mais on va augmenter d'un peu moins sur la majorité des services publics. Ça va toujours être ça. Mais surtout, ces débats budgétaires permettent de voir ceux qui sont dans la compromission. C'est-à-dire ceux qui sont prêts à avoir des miettes et ceux qui ont un vrai programme. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que là, ce qui va se passer dans les discussions là, sur le budget les prochaines années va déterminer très clairement les forces en présence pour 2027. Et ceux qui ont un programme, ceux qui sont prêts à le défendre, des autres qui sont dans des arbitrages entre leur programme, leur poste, leur volonté de rester, leur volonté de s'associer avec la Macronie, etc. Donc il faut être assez vigilant sur les prochains budgets, parce qu'on va tout de suite voir, grosso modo, ceux qui ne veulent pas vraiment changer la vie des gens et qui changeront d'avis très rapidement quand ils seront au pouvoir.
et on arrive à savoir qui ils sont. En 2026, ça va être une grosse année, on l'a dit, une année pré-présidentielle, l'année avant les élections de 2027. C'est quoi un peu l'état des forces en présence et surtout la qualité, l'état du débat en fait, parce qu'on n'arrête pas de le dire, ça débat sur de la surface, on a des mauvais points de départ, par exemple les débats sur le déficit, on part du principe que le déficit c'est un problème et que le problème c'est les dépenses, donc déjà on part pas du début du débat, et puis les débats politiques sont de moins en moins sur des questions de fond. Soit c'est un spectacle, soit on fait des petites phrases, même à gauche aussi, partout c'est des petites phrases plutôt que des débats de fond. Donc comment tu sens l'état du débat et des forces en présence pour 2026 ? Mais moi je pense qu'il faut vraiment débattre du fond parce qu'il faut que les gens aient une colonne vertébrale. Ce qu'a réussi grosso modo à faire, avec des moyens différents, avec des synergies, encore une fois, d'intellectuels, de politiques, de chaînes de télévision, une grosse partie de l'extrême droite, en faisant passer des choses. Mais même une partie, finalement, de la droite. Quand vous avez cette histoire de retraite, dont on discute beaucoup, où on a décidé que le coupable, ce soit le vieux, le boomer, qu'on monte du doigt, parce que nous payons des charges, nous les jeunes, trop élevées, pour que les vieux aillent faire des croisières. Ça, c'est un truc qui a été orchestré de la part de la droite, et qui est l'extrême droite, ça c'est la droite, et ça envahit le paysage. Et aujourd'hui vous avez des gens parfois de classe populaire, pauvres, qui vont dire oui il a raison, c'est les vieux, et donc qui vont être acquis à des choses de droite. La question de dire qu'il y a trop de taxes dans le pays, il y a trop de taxes, c'est très grave, etc. On paye des taxes et on ne sait pas où va l'argent, on ne sait pas. Ça c'est un truc qui a été instrumentalisé également par la droite et une partie de l'extrême droite, et qui va toucher une partie des classes populaires. Et là-dessus il faut être très clair. Il faut être très très clair, et il ne faut pas céder aux sirènes de ce que dit la droite. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, nous payons des impôts, mais nous avons un service public qui est gratuit. Oui, ce service public est amélioré, donc il faudrait qu'un certain nombre de gens payent plus d'impôts, notamment les multinationales qui pratiquent de l'optimisation fiscale, ou les très très riches, on en a souvent parlé ici. Mais croyez-moi, dans des pays où il y a moins d'impôts, vous payez 500 € par personne pour avoir une sécurité sociale, hein. Donc si vous êtes 4, ça fait 2000 balles. D'accord ? C'est pas le cas chez nous, c'est des cotisations. Donc il faut rappeler, si vous allez dans des pays où il n'y a pas de service public, vous mettez 2 jours votre enfant à la crèche et 1700, 1800 balles. Donc ça aussi, il faut le dire. Donc il faut absolument refuser de céder aux injonctions de la droite sur des thématiques. La gauche, les économistes hétérodoxes, ont des points de vue bien plus solides. Ce n'est pas les points de vue qui ont été appliqués ces dernières années qui nous a mis dans la merde dans laquelle on est aujourd'hui. Et il faut se nourrir de ces points de vue-là pour se créer une colonne vertébrale qui soit inflexible. Parce que 2027, ce sera programme contre programme. Ceux qui ne seront pas où à leur place, qui disent qu'il faut aller prendre un peu ils ont perdu. C'est programme contre programme. Qu'est-ce que tu veux dans l'avenir ? Qu'est-ce que tu veux comme France ? Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux des services publics ? Est-ce que tu veux plus d'égalité ? Est-ce que tu veux mieux manger ? Est-ce que tu veux être protégé contre la concurrence internationale ? Ça va être des vraies questions. Où est-ce que tu veux un monde où tout est ouvert et on va te trouver un coupable idéal qui va être tantôt le chômeur, tantôt l'étranger, et puis après ce sera autre chose qu'on trouvera parce qu'il y a toujours quelqu'un, le wokiste, etc., etc. Donc c'est ça, et il faut être inflexible là-dessus. Parce que 2027, je pense que ça va être une année cruciale où là, il va y avoir 2 points de vue radicalement opposés, comme ça n'a jamais été en France, hein, rien à voir avec Hollande et Sarkozy, par exemple. Hein, 2 points de vue radicalement opposés qui vont s'opposer à la présidentielle. Il faudra faire un choix. Et ça va être rageant quand même, en tant qu'économiste hétérodoxe, d'avoir prédit depuis plus de 10 ans s'il y a une politique libérale, ça va renforcer les inégalités. La politique de l'offre, ça ne va pas marcher, ça ne va pas relancer l'activité. Tout ça, vous l'aviez dit. Et tout est arrivé. Est-ce que comment tu te sens du coup ? En fait, alors on est beaucoup, il n'y a pas que moi, il y a beaucoup les économistes atterrés, d'autres. Oui, c'est difficile parce que moi, quand j'avais écrit le livre Introduction inquiète à la Macron-économie, j'avais dit que le RN risquait de gagner les prochaines élections, que les inégalités allaient augmenter. Quand on a écrit ce livre avec les économistes atterrés, Macron un mauvais tournant, on avait dit la même chose. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'étonne, c'est que ça s'est passé, mais qu'il y a une partie de la population, et y compris chez les classes précaires, plutôt que de se dire « je m'oppose à ça », ont des oppositions qui partent un peu dans tous les sens. En se disant, l'argent est mal dépensé, où va l'argent, où va le fric, les vieux ont trop de retraite, je ne veux pas travailler pour les vieux. Enfin, ils sont parasités par des discours qui sont tenus par la droite et l'extrême droite. Mais il y a un truc individualiste aussi qui s'est formé tellement... L'individualisme a fait son chemin, etc. Alors même que, normalement, la situation dans laquelle on est devrait être une remise en cause. Je veux dire,
même ceux qui rêvent de la France d'avant, qui disent que ça allait beaucoup mieux, c'est pas sûr, hein, que sur plein de points, c'était pas, mais ceux qui rêvent de la France d'avant comme ça, la France d'avant, c'était pas je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé entre la France d'avant et aujourd'hui, si ce n'est des réformes libérales qui ont été mises en place depuis plus de 20 ans. C'est ça la réalité aussi. Je veux dire, on l'a testé, on en voit les conséquences. Et malgré ça, certains vous disent encore qu'il faudrait aller plus loin, ou se laissent encore une fois bercer par des choses qui sont très bien orchestrées et organisées par la droite et l'extrême droite. Et nous devons faire la même chose à gauche maintenant. Nous devons, je veux dire, ça doit être fini, les petites bagarres, etc. Enfin, je parle même entre intellectuels, entre tout le monde. C'est-à-dire qu'on doit avoir un projet, et un projet très concret, et il ne faut pas fléchir là-dessus, quoi. C'est parce qu'en face, ils gagnent du terrain de plus en plus. C'était un peu ça, le nouveau Front populaire. C'était les forces politiques, syndicales, pourtant qui ne font pas de politique. Les forces syndicales, c'est très important pour elles de ne pas faire de politique. Il y avait plein de collectifs de jeunes, beaucoup de gens qui ne voulaient pas faire de la politique dans des partis politiques, parce que franchement, ça a dégoûté tout le monde, même à gauche. Donc il y a une grosse population aussi qui est politisée, mais apartisane. Et donc du coup, le NFP a vraiment, vraiment fait un front, en fait, face au fascisme. Et donc du coup, c'était ça aussi le projet qui n'est pas allé au bout, parce qu'en fait, la classe politique a déçu la société civile qui était à fond dedans, qui a fait gagner le NFP, qui a fait campagne pour les politiques, qui sont devenus députés et après le programme n'a pas été respecté. Macron n'a pas respecté le vote, et puis après les bagarres sont reparties, etc. Donc ils n'ont pas voulu siéger ensemble sous le NFP. La gauche a aussi sa responsabilité. Toute la gauche a aussi sa responsabilité. Certains ne voulaient pas siéger avec Mélenchon, mais en même temps, Mélenchon avait fait 23%. Enfin, on va pas siéger derrière le PS qui a fait 1%. Enfin, c'est ça aussi l'histoire, en fait. À un moment, il y a des rapports de force. Ils sont ce qu'ils sont. Mais ils n'ont pas voulu poursuivre cette logique-là. Je trouve ça. Alors qu'effectivement, il y avait une grosse partie de la société civile et que là, ils auraient pu parler d'une seule voix et ils auraient pu se peser. Et du coup, aujourd'hui, dans la tête des gens, le premier parti, c'est le RN. Voilà. Alors que. Mais c'est le cas. Enfin, malheureusement, dans l'hémicycle, en nombre de députés, c'est le cas. Exactement. Depuis plus de 8 ans, le média tient debout, 8 années à défendre une information libre, indépendante, engagée, exigeante dans un paysage audiovisuel français de plus en plus aux mains des milliardaires. Et cette année encore, notre seul Père Noël, c'est vous. Alors soutenez le média, le combat continue grâce à vous. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à l'année prochaine.